nous nous retrouvons pour une nouvelle table ronde discussion avec, comme le disait Alexandre, des enjeux d'IA, de simulation, de machine learning au service des énergies. Et je vais tout de suite accueillir mes 4 invités qui vont me rejoindre sur scène dans un tout petit instant. On va les accueillir tout de suite. Bienvenue à vous. On peut les applaudir, allez, comme ça on se... Voilà, c'est le matin, il faut qu'on se réveille un peu. Merci beaucoup. Je vais vous présenter eh bien, de gauche à droite, en commençant par vous. Patricia Prodhomme, vous êtes R&D Coordination and Innovation Manager, je le dis en anglais, mais peut-être vous pouvez repréciser un peu votre titre en français, je vous laisse le faire, c'est peut-être plus simple. Alors en fait, je m'occupe de la coordination avec la R&D, de l'innovation et du développement durable aussi chez Total Energy. Chez Total Energy, donc en charge, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas entendu, en traduction de la coordination R&D et innovation. À vos côtés, Anthony Credos, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable sur un projet assez passionnant, on va en parler aussi, project leader de l'observation de la Terre et de l'intelligence artificielle. On va en parler, c'est un projet qui se déroule entre Pau et Paris-Saclay ici. On va parler très concrètement. Bienvenue à vous aussi. Et puis à votre gauche, Maxime Palu, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes R&D Computational Physics Project Leader. Moi je l'ai en anglais, peut-être dites-le nous en français puisqu'on se partage. Donc je m'occupe de projets de recherche et développement qui concernent la simulation numérique, la data et l'intelligence artificielle. Exactement, et au cœur du sujet, vous l'avez compris. Et puis Toufik Aboud, bonjour Toufik. Bonjour. Vous êtes, vous, lauréat du prix Blaise Pascal en 2005, on va en parler plus tard. Vous êtes PDG de la société IMAX, je prononce bien, localisée sur le campus de Polytechnique, ici même. Alors, on va, comme je le disais en introduction, rentrer un petit peu sur ces technologies aujourd'hui qui sont d'ailleurs de mieux en mieux maîtrisées, notamment le machine learning, le deep learning, évidemment qu'il y a derrière ce qu'on appelle l'AI, hein, l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci appliquée dans le secteur énergétique. Et c'est une question pour vous, Patricia Prodhomme. Les enjeux énergétiques, on les connaît aujourd'hui, et avec l'accélération des conflits internationaux, notamment en Europe, ils deviennent de plus en plus prégnants. Ce sont des enjeux énergétiques et climatiques importants aujourd'hui au cœur de nos sociétés. Et c'est aussi l'objet, maintenant, la mission de Total Energy, qui d'ailleurs s'est rebaptisée il y a peu de temps, justement, avec un focus fort sur les énergies renouvelables. Pouvez-vous nous rappeler, justement, pour vous, côté Total Energy, et par rapport à votre fonction, ce que représente ce défi climatique et énergétique? Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, la transition énergétique est vraiment un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Et Total Energy, en tant que compagnie multi-énergie, est vraiment au cœur de cet enjeu, puisque nous avons la mission de devoir donner accès à l'énergie à une population croissante, tout en relevant les défis du changement climatique. Et donc ça, en fait, ça se traduit par plusieurs ambitions, notamment l'ambition de neutralité carbone sur toutes nos activités mondiales d'ici 2050, mais c'est aussi accompagner nos clients pour réduire leur intensité carbone. Et ça va au-delà du carbone, puisqu'on cherche aussi à avoir une production énergétique durable et respectueuse de l'environnement. Donc dans ce contexte-là, notre ambition, notre défi, c'est d'être parmi les top 5 mondiaux en production d'énergie renouvelable avec 100 gigawatts installés. Et évidemment, dans ce contexte-là, la R&D, le digital a toute sa place pour nous aider à atteindre cet objectif et à accélérer, d'où notre présence sur le plateau de Paris-Saclay. Alors, parvenir à l'objectif zéro carbone, c'est évidemment maintenant un enjeu pour presque toute entreprise, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Hein. Il faut réduire ses émissions le plus possible et assez vite. Le marché des énergies renouvelables qui, justement, participe à ces objectifs de zéro carbone est finalement assez compétitif, évidemment, et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on met en action aujourd'hui cette transition. Elle est en croissance, cette dynamique des énergies renouvelables. Comment vous accompagnez cette croissance concrètement chez Total Energy, et notamment avec la R&D qui arrive au cœur de cette compétitivité? Alors la R&D a vraiment complètement toute sa place, elle est même indispensable, et c'est vraiment pour ça que nous mettons un budget
important dans la R&D sur les énergies renouvelables, puisque c'est plus de la moitié de la R&D globale du groupe. Donc c'est vraiment un enjeu important et majeur pour nous. Autre question, comment le numérique s'inscrit dans la démarche? Le numérique, hein, évidemment, on l'entend, c'est au sens large toutes les techniques aujourd'hui que l'homme a inventées, qui utilisent justement la base du numérique pour transformer les secteurs et nos sociétés. Est-ce que voilà, vous pouvez nous donner un petit peu un aperçu de ce que c'est le numérique au service des énergies renouvelables? Alors, en fait, c'est la transition énergétique, ça va impliquer un changement dans le mix énergétique. Donc ça veut dire une plus grande complexité dans la gestion des flux entre la production, qui est souvent intermittente pour le renouvelable, et la consommation de l'énergie. Et c'est là vraiment où le digital a toute sa place, puisque ça veut dire gérer quelque chose de plus complexe. Et le digital nous permet par sa capacité à modéliser des phénomènes très, très complexes, à les simuler, aussi à analyser et prédire les tendances, et donc à mieux s'adapter à tout ce qui est intermittence du réseau et son implication sur la stabilité du réseau. Donc là-dessus, il y a Toufi qui va parler un petit peu plus de la partie batterie, qui est son domaine. Et l'autre aspect, c'est pour nous aider à la décision sur le design et l'implantation de nouvelles centrales, puisque là, c'est vraiment le digital nous apporte la possibilité de combiner des informations très complexes, très différentes. Ça peut être de l'imagerie 3D, c'est les ressources en termes de ressources solaires ou ressources éoliennes. Et là, ça va être plus le domaine d'Anthony et de Maxime qui vont expliquer comment le digital permet ces choses-là. Donc vraiment, la R&D a toute sa place, et le digital. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce projet avec vous, Anthony Credos, ce projet qui d'ailleurs est exposé dans le showroom ici à Paris-Saclay, le projet de Earth Observation and Artificial Intelligence, c'est-à-dire, j'imagine, c'est une application qui fait appel aux technologies d'observation de la Terre, qui utilise les techniques de machine learning ou deep learning peut-être. Rappelez-nous en quelques mots en quoi consiste ce projet aujourd'hui. Alors ce projet, on l'a appelé Déméter. Déméter, et voilà. Sa vocation, c'est la démocratisation des données de l'observation de la Terre grâce à l'intelligence artificielle pour les collaborateurs de la compagnie. Il s'inscrit dans nos ambitions en termes de développement du renouvelable, stockage de carbone dans les forêts par exemple, ou limitation de nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on fait de la R&D et qu'on a un réceptacle, application web, où nos chercheurs, nos ingénieurs vont pouvoir venir récupérer des sorties d'images, des métriques, notamment sur la prospection de sites, pour la prospection de fermes solaires, la prospection de fermes éoliennes offshore, grâce à cette application et cette instantanéité de la donnée qui n'est pas forcément facile d'accès au premier abord pour des débutants. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien en quelques mots, vous allez aujourd'hui, Déméter, c'est aller chercher des sites, vous le dites, la prospection de sites, hein, c'est ça, des sites géographiques, on l'entend bien sûr, sur lesquels on va optimiser l'installation de futurs parcs éoliens, par exemple, c'est ça? Tout à fait. C'est donc une partie prospection, donc utiliser ce big data de données disponible gratuitement la majeure partie du temps, ou des données de très haute résolution qui sont payantes. Mettre en musique notre recherche sur la partie intelligence artificielle pour l'interprétation de ces données, pour profiter de ces opportunités pour de nouveaux sites pour le solaire, l'éolien par exemple, et puis également suivre les zones de production, donc oui. Les sites en cours de production. C'est notamment 2 pistes de recherche que nous avons actuellement. Une sur la partie solaire avec Polytechnique, sur le suivi de la dynamique des nuages pour voir les fenêtres d'ensoleillement. Et puis c'est aussi un autre sujet de recherche autour de l'imagerie radar pour l'évaluation des vitesses de vent offshore. D'accord, donc là, vous êtes, les images satellites que vous récupérez dans le projet Déméter vous servent
à suivre, à monitorer en fait aujourd'hui ce qui relève de la production, c'est-à-dire en temps réel, toute machine ou tout être humain qui fait fonctionner un site, c'est ça? Aujourd'hui, ce n'est pas opérationnel, mais Ouais. c'est des pistes de recherche et on souhaiterait que ça fasse partie des outils d'aide à la décision dont parlait Patricia tout à l'heure pour nos ingénieurs dans les années qui viennent. J'aimerais juste qu'on revienne, parce qu'on parle évidemment d'observation de la Terre, donc évidemment des images satellites dont certaines, vous l'avez expliqué, sont accessibles à tous et à toutes. On parle ici peut-être d'open data. Comment les utiliser, ces données aujourd'hui? De quel type de données pour les exploiter au mieux? Alors, historiquement, quand on travaillait dans la télédétection, la grosse problématique, c'était acquérir la donnée, charger une image, ça prenait des jours, des semaines. L'interpréter, c'était de la photo-interprétation. Aujourd'hui, le problème, c'est plus l'acquisition. On a énormément de données. Il y a des bases de données qui sont aujourd'hui... Il y a des bases de données gratuites de l'Agence spatiale européenne, de la NASA. Le problème, c'est savoir ce qu'il y a comme physique derrière ces images. Ça, c'est la première partie. Savoir les traiter, les corriger si nécessaire. Et puis ensuite, c'est les interpréter par rapport aux besoins de nos collègues des opérations. D'où l'intelligence artificielle qui, j'imagine, avec un scénario, entre guillemets, qui est préécrit par des algorithmes, vous allez pouvoir justement utiliser ces jeux de données par rapport à un objectif donné. Je résume un peu le... Oui, c'est ça. Il faut, la grosse partie du travail en intelligence artificielle, c'est la préparation de la base d'apprentissage. Voilà, c'est ça. Donc ça demande une connaissance physique de la donnée et puis également des compétences de data scientists, mais également de gens un peu plus naturalistes dans les géosciences, les sciences de l'environnement, l'agronomie. Je reviens un petit peu sur la jeunesse de Déméter avant de passer la parole à votre voisin. Déméter, c'est né d'un projet de recherche, on l'a dit. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette genèse ensemble? Alors la genèse, c'est un projet qui s'appelait Naomi, qui s'est déroulé de 2014 à 2019 avec l'ONERA. C'était un partenariat bilatéral entre Total à l'époque et l'ONERA sur des problématiques énergétiques, core business Total à l'époque, et environnement. Et puis on a vu que ce boom de données allait faire que tout le monde allait avoir accès à cette donnée, qu'il fallait peut-être changer le paradigme et s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Donc on s'est ouvert, on continue à travailler avec l'ONERA, entre Palaiseau, mais surtout Toulouse aujourd'hui. Mais on s'est ouvert au laboratoire de météorologie dynamique à Paris, Saclay, Polytechnique. On s'est ouvert aussi avec l'IPVF, on travaille, Sphère, Google Cloud, et puis des universités étrangères à Toronto ou Campinas au Brésil. Merci beaucoup pour ces précisions. J'aimerais maintenant qu'on aborde dans cette discussion le fonctionnement des fermes éoliennes offshore, qui fait partie du champ d'application maintenant de Total Energy sur les énergies renouvelables. Maxime Palu, vous êtes, je le disais, en charge de la partie R&D Computational Physics. Vous allez expliquer un petit peu plus votre rôle. Sur ces fermes, ces fermes éoliennes, ça ne se fait pas non plus, ça ne s'improvise évidemment pas, on l'imagine, ce n'est pas quelque chose qui se décrète facilement. Il faut les installer là où le vent est, bien sûr, bien évidemment. Comment aujourd'hui on installe ces éoliennes et sur quel, je dirais, savoir actuel? Donc une éolienne, depuis le moulin à vent, ça a beaucoup évolué. Maintenant, ce sont des engins très sophistiqués. On a commencé à les installer sur Terre parce que c'est le plus simple, c'est proche des habitations. Bien sûr, il y a beaucoup d'études environnementales sur Terre, par exemple pour limiter les nuisances acoustiques, pour arrêter les éoliennes quand les chauves-souris sont en train de voler. Donc il y a beaucoup de contraintes, il y a aussi des contraintes topographiques. Vous avez remarqué par exemple souvent que les lignes d'éoliennes suivent les lignes d'autoroute, les forêts peuvent perturber le vent. Et c'est pour ça qu'on va aller installer des éoliennes en mer. En mer, le vent est plus fort, plus stable, et on peut avoir ce qu'on appelle un facteur de charge, capacity factor, de 60%, c'est-à-dire que par rapport à la puissance nominale de l'éolienne, elle va produire à 60% de cette capacité, ce qui est vraiment très très intéressant, ce qui est beaucoup. Bien sûr, en mer, il y a des contraintes importantes. Déjà, il va falloir installer ces éoliennes, les transporter, les construire sur une infrastructure portuaire, les installer en mer.
Et les terrains en mer, à faible profondeur, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, en mer du Nord, en Manche, on peut aller fixer les éoliennes dans le sens. C'est un peu le même genre de technologie que sur Terre. Mais on est limité à une profondeur de 70 mètres. Et pour aller au-delà des plus grandes profondeurs, on va installer les éoliennes sur des structures flottantes, qui peuvent être de plusieurs types, et qui vont être ancrées de différentes manières au sol. Ça va permettre de s'éloigner. Bien sûr, avec ce type d'installation, on a de nouvelles contraintes. Il y a les câbles sous-marins. On est loin de la côte. Il va falloir amener l'électricité pour le connecter à la grille terrestre. Donc voilà. Donc, avec tous ces systèmes nouveaux complexes, on est plus sur du sur-mesure pour l'installation des fermes éoliennes flottantes. Et on a besoin d'outils d'aide à la décision et qui utilisent de la simulation numérique classique basée sur de la physique et aussi de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle, ce qui va permettre aux bureaux d'études d'avoir vraiment des outils essentiels leur permettant de décider. Voilà. Et Total Energy investit énormément dans l'éolien et l'éolien offshore. On est actuellement à un portefeuille de 10 gigawatts, ce qui est vraiment conséquent, et avec un objectif très ambitieux de rajouter 30 gigawatts à l'horizon 2030 en mer. Donc en fait, oui, les outils de simulation, et on le voit bien dans votre titre aujourd'hui, Maxime, on fait appel vraiment à toutes ces technologies de mesure du monde physique finalement, parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on parle d'énormément dans des termes un peu scientifiques. Vous parliez des conditions en mer, ça fait appel évidemment à des connaissances, mais finalement c'est ça, c'est la technologie aujourd'hui au service de la mesure du monde physique, de ce que l'homme est capable de maîtriser, ou pas d'ailleurs finalement. Donc voilà, on va installer ces fermes en mer et avec des outils notamment de simulation numérique et d'optimisation, on va pouvoir intervenir sur plusieurs aspects. Un premier aspect, c'est l'optimisation du placement des éoliennes. On a un appel d'offres, on a une zone géographique délimitée en mer. On va essayer de densifier au maximum le parc pour l'optimiser. Mais bien sûr, si on densifie, c'est-à-dire qu'on met plus d'éoliennes ou de plus grande taille, elles vont se gêner les unes les autres, avec l'effet de sillage. C'est-à-dire les éoliennes qui sont face au vent, elles vont récupérer le maximum d'énergie, mais derrière, bien sûr, le vent sera plus faible, plus turbulent, et cette turbulence va se transporter par l'effet de sillage sur une certaine distance. Donc on va essayer de positionner avec nos connaissances de données sur le vent sur le site, les statistiques de vent sur une année, de positionner au mieux les éoliennes pour qu'elles se gênent le moins possible. Et ça, on utilise notamment des algorithmes d'optimisation basés sur de l'intelligence artificielle. Les éoliennes sont aussi des systèmes avec beaucoup de paramètres de contrôle, l'angle des pales, le lacet, le yaw, ce qu'on appelle, ce qui désaxe par rapport au vent ou va chercher le vent. Et avec ces techniques-là, on vient par exemple d'engager une thèse avec Télécom Paris sur Paris-Saclay, nos voisins, avec une thèse sur le reinforcement learning pour optimiser le contrôleur en opération et permettre de mieux optimiser au niveau du parc le rendement de la production d'énergie. Donc, voilà. Ça fait appel à des disciplines qui sont nouvelles quand même, peut-être. Oui, très nouvelles, très récentes. Hein, c'est récent finalement. Oui. Tout ce qui est basé sur l'intelligence artificielle, Total Energy est vraiment très impliqué dans ces technologies. Mais on a également besoin de simulations classiques basées sur de la physique, des équations. Voilà, parce qu'il faut aussi garder cet aspect, c'est très important. C'est la balance entre les deux qui permet d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres usages ce qu'on peut appeler plus globalement le numérique auquel vous faites appel pour développer les éoliennes? Oui, pour la conception des éoliennes et notamment des éoliennes flottantes, ce sont des systèmes très complexes. On est encore trop cher, on va dire, pas suffisamment rentable. Il faudrait qu'on gagne un facteur 2 ou 3 sur ce qu'on appelle le levelized cost of energy pour être vraiment très compétitif par rapport à la technologie fixe. Mais là, on a une grosse marge de possibilités d'innovation, en fait. Et chez Total Energy, en plus, nous avons de l'expérience dans les structures flottantes, dans l'offshore, l'industrie offshore. Donc, sur ce sur quoi on va poser l'éolienne, les systèmes d'ancrage. Et donc, on va pouvoir optimiser les systèmes d'ancrage en réduisant la longueur des ancrages, aller optimiser ou développer des nouveaux systèmes d'ancrage pour des grandes profondeurs, choisir le bon type de structure flottante, il en existe divers types,
Voilà, donc tous ces aspects-là, c'est beaucoup de questions ouvertes. Et pour répondre, une partie de l'aide à la décision, c'est d'avoir des modèles multiphysiques, ce qu'on appelle multiphysique. Faisons appel à de l'aérodynamique, de l'hydrodynamique, de l'élasticité, le contrôleur en opération, cerveau-contrôle, tout ça couplé ensemble, donc qui nécessite de faire ce qu'on appelle du high performance computing et aussi d'utiliser de l'IA pour améliorer la vitesse de rendu des résultats. Donc voilà, vraiment beaucoup de possibilités d'innovation dans ce domaine. Et c'est pourquoi on a besoin de s'appuyer sur des équipes de chercheurs, notamment des jeunes chercheurs. On renforce énormément les équipes pour répondre à nos objectifs qui sont très ambitieux. Et également, on noue des partenariats, notamment sur Paris-Saclay. Sur Paris-Saclay, vous êtes présent. Oui. Merci beaucoup. Alors, la transition énergétique, les énergies renouvelables, non plus de demain, mais d'aujourd'hui, c'est aussi les batteries. Il est question aujourd'hui de stockage stationnaire, de stocker au mieux les petites énergies intermittentes qui sont notamment fournies par l'éolien, mais pas que. Et c'est un petit peu l'objet justement de notre discussion avec vous. Toufik Aboud, je le rappelle, vous êtes lauréat du prix Blaise Pascal en 2005 et PDG de la société IMAX. Parlez-nous rapidement un petit peu de la société IMAX avant qu'on rentre dans le sujet des batteries. Alors, IMAX est une spin-off du Centre de mathématiques appliquées de l'École polytechnique, spécialisée dans la modélisation, dans le développement de méthodes numériques innovantes, de logiciels de calcul scientifique au service de l'innovation, de l'industrie. Donc, c'est une petite équipe habituée aux projets de recherche collaborative et au travail multidisciplinaire. Donc, c'est ce qui fait la réussite de la simulation. Par exemple, nous travaillons avec Airbus sur des problématiques de réduction de bruit ou de compatibilité électrique. Et aujourd'hui, on travaille avec Total Energy et sa filiale Saft, spécialisée dans les batteries. Donc voilà un exemple concret de collaboration. Donc c'est ce qu'on appelle les digital twins, les battery digital twins. Jumeaux numériques, hein, les jumeaux numériques, pour le dire en français. Donc qui ont comme fonction de reproduire avec beaucoup de précision le comportement physique des cellules lithium-ion en fonctionnement, donc dans des cycles de charge-décharge successives et en mode de fonctionnement normal ou abusif. Donc par exemple les charges rapides. Alors ces jumeaux numériques sont utilisés pour optimiser les batteries traditionnelles et pour aller vers de nouveaux concepts de batteries sans solvant ou tout solide. Donc là, dans ce cas, il s'agit d'innovation de rupture. Alors donc notre approche, c'est basée sur l'expérimental. Donc on part des équations de la physique à la bonne échelle et on caractérise les propriétés des matériaux par les mesures physiques. Et après, on a besoin de grosses machines de calcul, d'IA. Voilà. Alors justement, parlons un petit peu, on l'a compris, hein, votre compétence clé tourne autour des maths, bien évidemment. Mais justement, si on rentre un petit peu plus dans le sujet, notamment sur les batteries, à quoi sert la simulation, notamment par les mathématiques, dans un processus qu'on pourrait appeler d'optimisation, finalement? Alors, les technologies de batterie ont beaucoup évolué depuis 40 ans. Et donc, aujourd'hui, c'est des technologies très innovantes. Alors, le premier objectif de la simulation, c'est d'abord de concevoir des modèles numériques capables de reproduire l'expérience physique. Donc, comme j'ai dit, on part d'équations de la physique, on va utiliser les techniques de l'analyse numérique pour discrétiser ces équations. On va utiliser des algorithmes rapides et parallèles, les implémenter de façon efficace, HPC, et utiliser des grosses machines pour faire ces simulations. Donc, une fois qu'on a ces simulations, il faut les valider avec l'expérience. Donc là, il y aura des validations avec des données expérimentales, in operando ou post-mortem. Donc, une fois qu'on a un modèle fiable, on peut aller plus loin. Donc, on va aller regarder à l'échelle microscopique ce qui se passe au niveau de la dégradation quand une batterie se dégrade, pourquoi elle se dégrade, comment ça se passe, comment on peut l'éviter.
Et on peut utiliser ces simulations pour optimiser le design. Donc ça veut dire que la simulation permet d'aller au-delà de ce que permet l'expérience et donc justement d'accélérer le processus d'innovation, le processus de design des batteries, voilà, grâce aux ce qu'on appelle le design virtuel. Exactement. Alors évidemment, et on l'imagine, le nerf de la guerre, c'est de faire durer ces batteries le plus longtemps possible. C'est après ça, on court après ça, notamment les géants aujourd'hui qui poussent ce marché. On pense évidemment à Elon Musk, mais il n'est pas tout seul. Une charge justement, parlons de la batterie de voiture électrique, hein, la voiture électrique est en plein boom. Que peuvent apporter vos travaux, en particulier, sur justement une batterie électrique de voiture et par exemple sur les bornes de charge? Est-ce que là, il y a des choses intéressantes qui se produisent là, en ce moment, dans vos expérimentations? Voilà, donc un aspect important, c'est de pouvoir charger rapidement. On ne voudrait pas, oui, notamment sur autoroute, voilà. Et on sait qu'une charge rapide, ça peut détériorer la batterie, en tout cas diminuer sa durée de vie. Et donc la simulation, en permettant de regarder à l'échelle microscopique comment ça se passe, et avec l'intelligence artificielle et beaucoup de calculs de produire avec des techniques de machine learning, donc des modèles de substitution qui peuvent aller directement dans ce qu'on appelle les BMS, les systèmes intelligents de gestion de la vie de la batterie, pour optimiser son fonctionnement et augmenter sa durée de vie. On parlera tout à l'heure d'ordinateurs quantiques. Je sais que le sujet passionne absolument tout le monde ici, j'en suis sûre. Est-ce que justement vous faites appel à des ordinateurs de ce type avec des grandes capacités de calcul? Pas le quantique aujourd'hui, pas encore. Aujourd'hui, c'est des gros clusters de calcul comme il y en a chez Total. Et donc justement, pour arriver à ça, c'est un travail vraiment qui implique beaucoup de personnes avec des spécialités très différentes, du physicien, l'électrochimiste, l'expérimentateur, le matheux, le mathématicien, le numéricien, l'informaticien, le spécialiste HPC, parce que pour utiliser ces machines, il faut une certaine... Et puis l'ingénieur calcul, donc voilà, beaucoup de monde qui collabore ensemble. Exactement. C'est un champ encore exploratoire, passionnant. Merci beaucoup. Petit mot de la fin avec vous, Patricia Prudhomme. Parlons juste de Saclay. On ne l'a pas trop évoqué au début. Comment aujourd'hui vous voyez la suite de vos collaborations avec l'écosystème ici de Paris-Saclay? Alors c'est vrai qu'on a une présence historique sur le plateau de Saclay, puisqu'on a commencé avec l'équipe du LPICM sur l'école polytechnique. Ensuite, il y a eu l'IPVF, et c'est vraiment un environnement et un écosystème qui est très riche. Et cette présence historique nous permet vraiment de monter des collaborations, de créer de la richesse, parce qu'au final, il y a le digital, la simulation, mais finalement, c'est l'humain qui est au cœur. Vous voyez le nombre de personnes qui interviennent pour faire la simulation. Donc c'est vraiment cette présence et cette richesse humaine qui nous permet d'évoluer et d'enrichir, de nous enrichir dans cet écosystème qui est très riche. Exactement, écosystème dont évidemment qui a besoin de se nourrir par la présence d'industriels. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut les applaudir. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Spring aujourd'hui. On parlait Green Tech dans le Spring 50 avec le concours justement des... En tout cas, je le dis, voilà, ça y est. Le Spring 50, ça revient, je le disais, la Green Tech, c'était la première séquence. Et là, maintenant, on va justement faire intervenir 5 autres startups autour des technologies numériques. Et c'est avec toi, Alexandre, c'est parti.